Figurez-vous, chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, que c'est en écoutant une émission de Radio Courtoisie il y a bien longtemps, à la bonne époque, quand je dis il y a bien longtemps, c'était, je crois, il y a une dizaine d'années, qui était avec Thierry Lenz sur la campagne d'Égypte, que j'ai compris l'abîme qu'il y a entre le mythe napoléonien et la réalité historique, entre la légende de Napoléon Bonaparte et les faits avérés par l'histoire. Thierry Lenz n'est pas suspect du tout d'être hostile à Napoléon, au contraire, il est le président de la fondation Napoléon, et de plus, c'est un historien éminent, très savant sur le sujet, spécialiste de Napoléon. Eh bien, en l'écoutant, j'ai compris ce que c'était que la campagne d'Égypte. Alors j'en étais resté jusque-là, comme je suppose beaucoup d'entre nous, à des souvenirs d'école, il y a des souvenirs de commentaires par-ci par-là dans les articles sur le thème « La gloire de Napoléon en Égypte ». Lors de la bataille des pyramides, Napoléon qui venait d'arriver et qui a battu les Mamelouks, au pied des pyramides donc, s'est exclamé, car il avait le sens de la mise en scène, « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». C'était magnifique. Seulement quelques jours après, en août 1798, c'est la défaite navale d'Aboukir, qui déjà annonce Trafalgar. Le même Nelson, l'amiral anglais, écrase la flotte française à Aboukir, en Égypte. Catastrophe pour la France et pour l'expédition de l'armée française en Égypte. Catastrophe largement due à Napoléon et au fait qu'il n'avait pas donné à l'amiral français les vivres, les hommes, les matériels, les munitions dont il aurait eu besoin pour résister à Nelson. Un peu plus tard, Napoléon, à l'époque le général Bonaparte, il n'était pas encore premier consul ni empereur, s'avance vers le nord pour battre les Turcs et il fait le siège de Saint-Jean d'Arc en Palestine. Échec. Il ne prend pas la ville. Il est obligé de battre en retraite, et ce qu'il a fait, qu'on connaît peu, mais qui est honteux, qui le déshonore déjà, c'est qu'il a abandonné les blessés de l'armée française. Il les a laissés dans des monastères, en demandant aux moines de les soigner, c'était très bien, sauf que les Turcs sortis de Saint-Jean d'Arc, après qu'il fut parti, les ont tous massacrés. Et un an plus tard, Napoléon abandonne son armée. Son armée était dans un état critique, dans une situation critique, il l'a abandonnée, ce qui est déshonorant. C'est au moment, évidemment, où l'armée est dans un état critique, dans une situation difficile, qu'elle a besoin du talent militaire de son chef. Il l'a abandonné. Et cela s'est soldé par une reddition complète. Les Anglais ont capturé toute l'armée française. Donc, l'expédition d'Égypte a été un fiasco. Ce qui est presque ignoré. Et c'était tellement ignoré à l'époque que lorsqu'il est arrivé en France, en échappant au navire anglais, il a été accueilli triomphalement. Parce qu'il avait fait sa propagande en expliquant par des messages divers et variés que c'était magnifique ce qu'il faisait en Égypte. Et un peu plus tard, nous sommes en 1799, le 9 novembre, donc le 18 Brumaire, il fait le coup d'État qui lui donne le pouvoir. Il devient premier consul. Alors, je me suis avancé un peu, et peut-être de manière imprudente, parce qu'il est très difficile de critiquer Napoléon. Et j'y vois au moins 3 raisons. La première raison, c'est la doxa, les idées reçues. Comment peut-on aller contre l'opinion générale ? Il y a eu des milliers de livres qui ont été écrits sur Napoléon. Thierry Lenz en a fait 40 à lui tout seul. Des dizaines de milliers d'articles, et en général, hagiographiques. La deuxième raison est plus anecdotique, mais quand même, c'est qu'on risque, en critiquant Napoléon, en disant la vérité sur Napoléon, devrais-je dire, de susciter l'ire et la fureur des turiféraires, des adorateurs de Napoléon. Je vais donner une anecdote à ce propos. J'étais en train de discuter de Napoléon avec un ami qui est lui-même un adorateur de Napoléon, et tout à coup, il m'a arrêté en disant « Écoutez,
écoute Henri, changeons de sujet si tu veux que nous restions amis. Alors j'ai changé de sujet, évidemment. La troisième raison est plus grave et plus difficile. C'est qu'en critiquant Napoléon, ce génie, ce grand homme, on est suspect d'avoir un esprit médiocre. Les gens d'en face, les turiféraires, vous diront « ouais, c'est parce que vous ne comprenez pas la grandeur ». Alors évidemment, personne ne peut nier s'il a dessous le jugeote que Napoléon est un être exceptionnel, un personnage exceptionnel. Ce qu'il a fait est incroyable. Parti de rien, il a pris le pouvoir et bâti un empire immense. Il a remporté une série de victoires éclatantes. Il a réorganisé la France. Donc la grandeur et le génie de Napoléon sont incontestables. Cela interdit-il de le critiquer? Charles Maurras, qui a écrit un petit livre, qui est un recueil d'articles sur Napoléon, qui est remarquable, qui est en vente sur Amazon, édité par la Délégation des siècles, est très prudent, justement, à cet égard. Son petit livre, donc, qui est remarquable, je le répète, met en évidence l'échec de Napoléon. Toutes ces éclatantes victoires se soldent par la défaite de Napoléon à Waterloo. Waterloo est face à Austerlitz, d'une certaine manière. Et la France se trouve, après cette épopée qui est une aventure, diminuée. Alors, pour me risquer donc à cette critique, je crois qu'il faut replacer Napoléon, en élargissant le sujet ou le débat, dans la série des grands conquérants de l'histoire. Cyrus le Grand, qui a fondé l'empire perse achéménide. Alexandre de Macédoine, dit le Grand, qui a pris l'empire perse achéménide. Jules César, qui a conquis la Gaule entre 58 et 51 avant Jésus-Christ en exterminant 1 million de Gaulois. Le calife Omar, successeur de Napoléon, comme son nom l'indique, le calife, qui a conquis tout le Proche-Orient, y compris l'Égypte. Et beaucoup plus tard, donc, Gengis Khan, le Mongol, Tamerlan, le Turc, et enfin, Napoléon, bien sûr, Hitler et Staline. Et alors, quand on prend cette liste de grands conquérants, une vérité s'impose. Ils sont presque tous des conquérants victorieux. À leur mort, ils ont agrandi leur empire, ou ils l'ont créé, et cet empire va leur survivre. Même Staline, il est mort en 1953, l'URSS ne s'est effondré que 38 ans après. Deux seulement ont été des grands conquérants dont l'aventure s'est finie par une déroute totale. Vous l'avez deviné, c'est Adolf Hitler et Napoléon Bonaparte. Alors, Horresco Referens, le parallèle entre Hitler et Napoléon s'impose. L'un comme l'autre sont partis de rien, de presque rien, et c'était des quasi-étrangers au pays dont ils ont pris la tête. Hitler était autrichien, et donc il n'était pas allemand. Et quant à Napoléon Bonaparte, né Napoléone Buonaparte, il était corse, et la Corse avait été annexée quelques années avant sa naissance, en 1969, et il était à peine français. Ils ont fait à partir de rien, presque rien. Bon, certes, Napoléon était de petite noblesse, Hitler n'était rien du tout, mais ils sont arrivés au pouvoir. Et leur aventure a duré à peu près le même temps. Hitler, c'est 1933-1945, 12 ans. Napoléon, en comptant les 100 jours, c'est 1799-1815, 16 ans. L'un comme l'autre ont conquis l'Europe, ou la moitié de l'Europe. L'un comme l'autre se sont opposés à l'Angleterre. Et l'un comme l'autre ont échoué en voulant conquérir la Russie. Donc, il y a quelques points communs. Alors évidemment, c'est là qu'on se dit la réputation de Hitler n'est pas tout à fait comparable à celle de Napoléon. On
peut penser que si Hitler avait gagné la guerre, ce qui après tout aurait pu se produire dans certaines circonstances qu'on peut imaginer, l'histoire aurait été différente. L'histoire que l'on retient aurait été différente. Alors, il y a évidemment une différence majeure, c'est que Hitler a persécuté abominablement les Juifs, on connaît la Shoah. Napoléon ne les a pas du tout persécutés. Au contraire. Napoléon a créé le consistoire israélite en reniant par conséquent le principe de la constituante énoncé par Stanislas de Clermont-Tonnerre qui avait dit « il faut tout donner aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que communauté ou corps constitué ou nation ». Le communautarisme juif remonte à Napoléon et la création du consistoire. En 1789, il n'y a que quelques milliers de Juifs en France, puisqu'ils avaient été expulsés en 1394. Ils sont arrivés massivement au XIXe siècle, venant de l'Est, à partir du moment où Napoléon les a accueillis à bras ouverts. À ce stade, que peut-on penser donc de l'œuvre de Napoléon ? Les échecs de Napoléon ne sont pas négligeables si on les compare à ses victoires. Et je dirais même qu'au fond, ils effacent ses victoires. Alors j'ai déjà parlé du fiasco de la campagne d'Égypte, qui est peu connu. Il faut dire un mot du fiasco de la campagne de Russie en 1812, qui a été dramatique. Des centaines de milliers d'hommes sont morts en Russie. Et on peut se demander, on se demande d'ailleurs toujours pourquoi, Napoléon a cru intelligent, a cru bon, de se lancer à l'assaut de cet immense pays. Il a cru que la prise de Moscou obligerait le tsar à céder. Le tsar n'a pas cédé. Et comme quelques années avant, dans la guerre d'Espagne, les Russes ont évité de lui offrir la bataille. Ils ont pratiqué la guérilla, terme inventé par les Espagnols, la petite guerre, qui a épuisé l'armée napoléonienne, la grande armée, surtout lorsque le froid s'y est mêlé à partir de l'hiver 1812. Donc, la campagne de Russie a été un fiasco dramatique qui a décidé de la fin de l'Empire. Et une fois encore, comme il avait fait en Égypte, Napoléon s'est déshonoré en abandonnant son armée. Il faut le souligner, c'est turiféraire. Il a 2 fois abandonné son armée. Quand je dis 2 fois, il a même fait 3 fois, parce qu'après Waterloo, il a abandonné les morceaux épars de son armée pour rentrer à Paris. Alors, avant la dramatique campagne de Russie, il y a une campagne presque aussi dramatique, la guerre d'Espagne. Alors, la guerre d'Espagne commence en 1808, en mars 1808. Murat rentre à Madrid. Un peu plus tard, Napoléon oblige le roi d'Espagne et son fils à abdiquer pour imposer son frère Joseph Bonaparte. Et quelques jours avant, il y a eu le début du soulèvement du peuple espagnol. Napoléon n'avait pas du tout prévu ça. Le peuple espagnol s'est soulevé contre l'envahisseur français. Et ça a été le 2 mai 1808, le Dos de Mayo, événement rendu célèbre par le fameux tableau de Goya, où on voit des soldats français en train de fusiller des rebelles. Alors cette guérilla qui a commencé, qui a duré jusqu'en 1813, jusqu'à la fin, jusqu'à l'échec final de Napoléon et de ses hommes, a été extrêmement dure. Les guérilleros espagnols ont été fanatiques et horribles, torturant les soldats français qu'ils prenaient, et la répression de l'armée française a été effroyable. Donc on peut dire que quels que fussent les crimes des guérilleros, l'armée française s'est rendue coupable d'encore plus de crimes qu'eux, et c'était une armée régulière, et que Napoléon, à travers son armée d'Espagne, s'est à nouveau déshonoré. Et tout cela s'est traduit en 1808 toujours, en juillet 1808, par la capitulation du général Dupont de l'Étang à Bailen,
13 000 soldats français ont été faits prisonniers, ils sont presque tous morts, déportés. Et un mois plus tard, en août 1808, c'est le général Junot qui a capitulé au Portugal contre les Anglais, à la bataille de Vimeiro. Donc tout ça n'était pas très glorieux, évidemment, et bien que Napoléon fût intervenu lui-même à la tête de son armée, il n'a pas réussi à arrêter la situation, et je le répète, tout cela s'est soldé par une défaite finale de Soult face à Wellington en 1813. Nous avons perdu la guerre d'Espagne. Enfin, Napoléon a perdu la guerre d'Espagne. Alors, dans les fiascos et échecs de Napoléon, il faut en citer d'autres. Il y en a un qui peut paraître anecdotique, mais qui n'est quand même pas négligeable, c'est que l'armée française a été quand même battue par les Noirs de Haïti, Saint-Domingue. Il faut le faire. Alors, il est vrai que la fièvre jaune y était pour quelque chose, mais quand même. Et Napoléon et son armée ont laissé Dessalines, qui s'était autoproclamé empereur, un peu comme Napoléon, si j'ose dire, toute proportion gardée, exterminer les Blancs de Haïti, hommes, femmes, enfants, vieillards. Alors ce populicide n'a porté sans doute que sur 60 000 Blancs, ce qui est beaucoup moins humiliant, mais c'était quand même un populicide, ou si vous préférez, un génocide. Alors, dans ces fiascos, on peut en ajouter d'autres. On peut notamment rappeler que Napoléon a vendu pour une bouchée de pain la Louisiane aux États-Unis d'Amérique. La Louisiane, c'était la moitié des États-Unis actuels, c'était immense. Et donc il a abandonné ce qui restait de l'empire colonial français, qui a été reconstitué presque un siècle après, ou 80 ans après, à l'époque de Jules Ferry, et d'une autre manière. Et puis donc, évidemment, les fiascos de Napoléon, ce sont les grandes défaites navales, Aboukir, 1798, Trafalgar, 1805, et puis les défaites terrestres, Leipzig, fin 1813, et Waterloo, en 1815. Les 100 jours de Napoléon ont d'ailleurs été incroyables. Il avait abdiqué une première fois en 1814, il était réfugié à l'île d'Elbe, en conservant son titre d'empereur, et quand il est revenu en mars 1815, au Golfe Juan, de manière incroyable, la France s'est mobilisée en sa faveur. Le général Ney, qui avait été envoyé pour l'arrêter, ou le maréchal Ney plutôt, devrais-je dire, s'est retourné et au lieu de l'arrêter, s'est mis à son service. Tout ça était aberrant, car évidemment, les États européens se sont à nouveau coalisés contre la France, et ces 100 jours se sont terminés par une défaite irrémédiable à Waterloo et par le fait que la France a été encore plus diminuée que par les traités de Paris précédents. Alors Napoléon expédié à Sainte-Hélène, a donné ses souvenirs à Lascaz, ce qui a permis de rédiger le mémorial de Sainte-Hélène, qui est à sa gloire et qui a organisé son culte. Que peut-on dire maintenant sur le système de Napoléon ? Napoléon était un homme de la Révolution. Il a, d'ailleurs, c'est très bien dit par Maurras, voulu imposer partout le Code civil comme une manière de faire disparaître les traditions de chaque pays où il les appliquait, où il appliquait le Code civil. En Italie, par exemple, dans le royaume de Naples, qui était d'abord à son frère Joseph, et lorsque Joseph a pris la tête de l'Espagne, à Murat. Il avait la volonté de conquérir le monde, et de commencer par conquérir l'Europe. Et en ce sens, il a été atteint par l'hybris. Sa personnalité se caractérise par la démesure, en grec, hybris. Il n'a pas compris ce que
Ses ministres commencent à comprendre, ses généraux aussi commencent à comprendre, surtout Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères, que tout cela finirait mal. Qu'à force d'épuiser les ressources de la France contre l'ensemble de l'Europe, la France finirait par perdre, et lui avec. Alors, il faut comprendre que le système de Napoléon était antinational, contrairement à ce qu'on pense. Au sommet de sa gloire ou de son empire, la France avait 130 départements. Elle avait annexé tous les pays, la Belgique et tous les Pays-Bas actuels, une partie de l'Allemagne, une partie de l'Italie. C'est-à-dire qu'il avait constitué un État qui n'était plus national, qui était, on dirait maintenant, multiculturel ou pluriculturel. En effet, il était empereur. Et il a repris le vocabulaire de l'ancienne Rome. D'abord consul, premier consul, empereur ensuite, imperator en latin. Il y avait un sénat, comme à Rome, et il faisait des plébiscites comme à Rome, c'est-à-dire des référendums, on dit aujourd'hui. Et l'Empire romain, comme tout empire, s'opposait à la nation. L'Empire romain s'opposait à la cité, il a noyé la cité de Rome dans un ensemble plus vaste et multinational, multiculturel. De la même manière, Napoléon, avec son empire, a noyé la France, ou voulait noyer la France, il n'a pas réussi heureusement, dans un ensemble objectivement cosmopolite, et non pas nationaliste. Et il faut voir que Napoléon n'était pas du tout patriote, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré ses grandes proclamations sur la gloire de la France. Il avait dit, on rapporte ses confidences, qu'il se serait bien converti à l'islam pour prendre la tête de l'Égypte, qu'il aurait été aussi bien à la tête de la Chine, de n'importe quel pays, du moment que c'était lui le chef. La seule chose qui lui importait, c'était son intérêt personnel, sa gloire personnelle, et non pas l'intérêt ou la gloire de la France. Alors c'est assez détestable, mais il y a plus médiocre, je dirais plus minable et odieux. On rapporte des confidences, des propos de Napoléon qui sont insupportables. Lorsqu'on lui avait dit que dans telle bataille il y a eu des milliers de morts, il a répondu « que ça ne tienne, une nuit de Paris va réparer tout cela ». Il a dit une autre fois, c'était pire encore, « j'ai 100 000 hommes de rente ». C'est-à-dire je peux faire tuer 100 000 Français par an. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. En 10 ans de guerre, il a fait tuer 1 million de Français. C'est odieux. C'est même répugnant. Alors maintenant, quel est le bilan qu'on peut tirer de Napoléon? Alors évidemment, on peut dire la gloire de Napoléon est mondiale, elle retentit, elle rejaillit sur le monde entier, ce qui est peut-être positif pour la France, sans doute. D'autre part, il a évidemment réorganisé la France, qui en avait bien besoin après l'épisode révolutionnaire. Mais la France n'était pas mieux organisée en 1815 qu'elle ne l'était en 1789. Et le fait qu'ensuite on ait paresseusement conservé les structures napoléoniennes ne prouve rien. Il a gardé les départements révolutionnaires, il a mis des préfets et des sous-préfets, et il a surtout centralisé. Et le centralisme jacobin de Napoléon a fait beaucoup de mal à la France. Alors on dit qu'il a fait le Code civil, mais le Code civil est une œuvre très critiquable, notamment pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il faisait de la femme une éternelle mineure, et je dirais surtout parce qu'avec le partage égalitaire des héritages, il a largement contribué au déclin démographique de la France, qui avait commencé depuis longtemps. Et la France était, sous Napoléon encore, le premier pays de l'Europe par la population. Après lui, elle a continué à décliner, dépassée par la Russie, par l'Angleterre et par l'Allemagne. Donc le déclin de la France a été largement causé par le Code civil de Napoléon, qui, de plus, évidemment, comme il avait fait tuer 1 million de Français et 2 millions de non-Français, d'étrangers, a accéléré ce déclin démographique, après avoir saigné à blanc la jeune génération. Alors, en conclusion, quel que soit l'éclat des victoires remportées par Napoléon, quelle que soit
la splendeur de la propagande qu'il a organisée pour sa gloire personnelle, quelle que soit l'étendue des hommages et de l'encens qui monte jusqu'à lui et jusqu'à aujourd'hui, il faut dire la vérité. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Napoléon a été un génie de la guerre, un génie de la politique, mais surtout un génie de la propagande et une catastrophe pour la France. Merci.